mais j'ai tellement l'impression qu'ils ont souffert de ma maladie. Alors, comme bien d'autres enfants qui se sont retrouvés dans la même situation que les miens, il faut leur donner la parole. Il faut savoir ce qu'ils vivent. Eux aussi, ils ont un cri de détresse. Eux aussi ont besoin d'être aidés. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Cette série a fait en sorte que je me suis réconciliée avec moi-même et j'ai fait la paix avec moi-même. Tout le monde est unanime, la pandémie de la COVID-19 a exacerbé certains maux de notre société. Ceux liés à la santé mentale en font partie. Varda Etienne, personnalité médiatique et publique québécoise bien connue et qui a dévoilé depuis de nombreuses années sa propre maladie, a choisi de mettre en avant une des facettes de cette maladie, celle de fils et filles de parents aux prises avec des problèmes de santé mentale. Des enfants que la société ou le système, c'est selon, a surnommé les enfants invisibles. Dans une série documentaire de 4 épisodes, elle donne la parole à certains de ces enfants, dont les siens, afin qu'ils se racontent. De Dominique Anglade à François Bellefeuille, en passant par Marat Tremblay et d'autres encore, ils disent leur réalité, ils disent leur vécu. Je me suis entretenu avec Varda Etienne. Première question, pourquoi cette série documentaire? Alors, au départ, c'est une idée que j'ai eue il y a 10 ans, ce concept-là. J'y pensais depuis de nombreuses années. En fait, j'y ai vraiment accordé une importance suite à la naissance de mon 3e enfant, qui est ma fille. J'ai 2 garçons et une fille. Et moi, j'ai vécu des postpartum extrêmement difficiles. J'avais de l'aide de mon ex-mari, avec une nounou à la maison aussi, mais ça a été extrêmement difficile. Donc, mes enfants, malheureusement, surtout le premier, parce que je l'ai eu jeune, Alexis, je l'ai eu toute seule, ils ont beaucoup écopé des répercussions de ma maladie. Et comme je dis souvent, lorsqu'on est, par exemple, en couple avec quelqu'un qui est aux prises avec un problème de santé mentale, que ce soit une relation de couple, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un collègue de travail, peu importe, on a le choix de dire, c'est trop, le fardeau est trop lourd à porter, donc je préfère quitter. Un enfant, lui, c'est son parent. Il l'aime de manière inconditionnelle et veut vivre avec son parent. Donc, il est prêt à accepter l'inacceptable, excuser l'inexcusable pour la seule et unique raison que cette personne-là est son parent. Mais ces enfants-là, ce que j'appelle les enfants invisibles, ils existent. Eux aussi ont besoin de réconfort, de renfort, d'être assurés. Ils ont besoin qu'on leur explique ce qui se passe. Parce qu'ils le savent, que ce n'est pas la norme lorsqu'ils sont témoins des crises du parent. Ou ils sont, par exemple, je vais prendre mon expérience personnelle. Je me souviens lorsque j'étais en crise et que l'ambulance venait à la maison et que la police débarquait et qu'on m'attachait sur une civière pour me conduire à l'hôpital. Il y a 3 enfants qui font, m'attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déjà? Il y a tout ce drame qui se passe à la maison et où va maman? Quelque chose d'ailleurs qu'il raconte dans le premier épisode, c'est très, très, très poignant. Quelque chose qu'il raconte avec beaucoup de gravité. Ce sont automatiquement des victimes collatérales parce qu'on a toujours vu les malades, mais on n'a jamais regardé vraiment les proches. Exactement. Et c'est tellement bien dit, Cyril. Et pour moi, parce que j'ai culpabilisé très longtemps en tant que mère, et je tiens à le dire, mais les gens le savent, j'adore mes enfants. Ce sont pour moi les personnes les plus importantes de ma vie. Je veux dire, j'ai une grande famille, j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai une sœur, j'ai des tantines, plein. Mais mes enfants, ce sont les seules personnes pour lesquelles je donnerais ma vie sans hésitation. Et pour moi, pour les avoir tant vus, encore une fois, Cyril, c'est ma perception, mais j'ai tellement l'impression qu'ils ont souffert de ma maladie. Alors, comme bien d'autres enfants qui se sont retrouvés dans la même situation que les miens, il faut leur donner la parole. Il faut savoir ce qu'ils vivent. Eux aussi, ils ont un cri de détresse. Eux aussi ont besoin d'être aidés. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Et de plus, je pense aussi, Cyril, que ce n'est pas la responsabilité de la DPJ qui, elle, a déjà les mains pleines. Parce que ces enfants-là ne se retrouvent pas dans un milieu chaotique ou dysfonctionnel parce que le parent décide volontairement de ne pas s'en occuper. Ces parents-là sont malades. Et un autre exemple,
Cyril, lorsqu'un enfant vit dans un milieu familial où un parent souffre d'une maladie physique, prenons le cancer par exemple, tout de suite une tantine, un oncle, quelqu'un, un ami va dire à cette personne-là, ah, je vais les prendre en charge le temps que tu ailles bien ou peu importe. Mais la maladie mentale, c'est très rare qu'on entend ça. C'est très rare. Soyons, alors, dans notre culture, alors tant mieux, dans la communauté noire, dans la culture black, nous, il y a toujours quelqu'un qui va prendre le relais. Hein? Ça, c'est un grand avantage de la culture black. Et moi, je sais à quel point je suis privilégiée. Jamais, et au grand jamais, mes enfants auraient été confiés à la DPJ ou au système de... Jamais, c'est impensable. Mais en même temps, ma mère, mon père, le père des enfants était présent. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Cyril, la famille élargie était présente. Mais ce n'est pas la mère. Il n'y a qu'une mère. On dit chez nous en Haïti, 50 papas, une maman. Oui, tout à fait. Mais quand on entend, je reste encore sur les prénoms Alexis, Dalia, Sacha, je reste encore sur leur témoignage. Il y a quelque chose qui ressort, mais même avec d'autres, parce que ça n'est pas que sur les enfants de Varda, Étienne. Il est important de le... Parce que vraiment, c'est d'autres... Bien sûr. À travers différentes familles. Exact. Il y a aussi chez eux, et cette phrase m'a frappé, comme un désir d'exister le moins possible, de ne pas attirer la moindre attention sur soi. C'est dur pour un enfant. C'est extrêmement dur parce que il y a un côté, bon, pas tous, parce que comme vous l'avez dit, Cyril, il y a différents enfants qui ont témoigné, hein, et chacun le vit, chacun des enfants le vit à sa façon, mais il y a le sentiment de honte, hein, qui les habite, la culpabilité de se sentir impuissant face à la détresse du parent malade. Donc, déjà que la maladie mentale est extrêmement taboue, lorsque ce gamin arrive à l'école, comment un gamin de 6-7 ans, avec ses mots d'enfant, peut expliquer soit ses condisciples de classe ou le professeur, moi, j'ai un parent qui souffre de maladie mentale. Moi, j'ai un parent qui crie. Moi, j'ai un parent qui menace de se suicider. Moi, je vis dans une maison où la police est souvent appelée, l'ambulance. C'est dramatique, ça. Donc, cet enfant-là ou ces enfants-là ont tendance à devenir introvertis, à se cacher, à mentir aussi, hein, à se forger, c'est-à-dire un monde imaginaire où ils font croire que non, tout va bien. Donc, pour avoir le moins d'attention possible, ben, ils se font tout petits parce qu'ils n'ont pas envie d'expliquer, de dire ce qui se passe à la maison. Je vais revenir sur le documentaire, mais là, c'est un peu plus une question personnelle, mais dans le sens de la démarche, parce qu'il y a eu le livre, oui. Maudite folle. Exact, en 2009. Il y a eu une nouvelle édition où il y a eu des ajouts. Et là, aujourd'hui, il y a ce film-là. Est-ce que c'est toujours dans votre processus personnel Bien sûr. De guérison ou c'est un aboutissement? Vous pensez que, bon, ça y est, j'ai fait la boucle. Je ne sais pas si c'est... C'est une très bonne question, Cyril, et je vais vous répondre avec, en toute transparence. Cette série a fait en sorte que je me suis réconciliée avec moi-même et j'ai fait la paix avec moi-même. J'ai éprouvé énormément de culpabilité depuis 29 ans parce que mon fils le plus âgé, Alexis, a 29 ans. Et c'est suite à mon accouchement, donc Alexis n'avait pas un mois, où j'ai vécu une crise incroyable et par la grâce de Dieu, si on peut dire cela, j'ai le docteur Joël Desrosiers, qui est un éminent psychiatre et psychanalyste haïtien. D'ailleurs, je lui ai rendu hommage lors du gala, qui est venu chez moi. Il a été appelé en urgence et à l'époque, il faisait des visites à domicile. Et cet homme, ce médecin, que je vois encore depuis 29 ans, a littéralement changé ma vie. Et malgré cette psychanalyse, je suis en psychanalyse 2 fois semaine, j'ai jamais été capable de me débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui m'habite, qui me hante, qui m'angoisse. Mais à travers la série, en écoutant le témoignage de mes enfants, parce que lorsque mes enfants ont témoigné, je n'étais pas présente. Moi, on m'avait demandé de ne pas, de ne rien me montrer jusqu'à ce que la série soit montée.
Et là, je me rappelle, je paniquais. Et Vanessa Cournoyer, la réalisatrice, m'a dit, Varda, fais-moi confiance, mais fais confiance à tes enfants. Alors, que ce soit le témoignage de mes enfants et les autres aussi, hein. Cyril, je peux dire maintenant, aujourd'hui, que je suis une bonne maman. Je suis une bonne maman. Les enfants me le disent. Je l'ai dit, et les gens qui écoutent notre entretien vont voir cette série. Ouais. C'est sûr que c'est poignant. Je dis oui, on pleure beaucoup parce qu'on voit ça et on n'imagine pas à quel point c'est difficile pour les familles, c'est difficile pour les personnes. Je vois pas cet épisode, dans les 2 premiers, par exemple, avec Dominique Anglade, ce qu'elle dit, ce qu'elle a vécu. Je vois avec le comédien, j'oublie le François prénom, Bellefeuille. François Bellefeuille, ce qu'il a vécu. Il y a un mot, un acte qui n'est toujours pas loin dans la maladie mentale et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est cette série qui m'a permis peut-être d'en prendre plus conscience, c'est le mot suicide. Ça plane constamment. Tout le temps, Cyril. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je le dis, je le répète, sans vouloir donner cette responsabilité-là à mes enfants, mais je vous promets, Cyril, si ce n'était pas d'Alexis, Sacha et Dalia, je me serais suicidée il y a longtemps. Longtemps. Mais pour moi, c'est inconcevable de passer à l'acte parce que j'ai un côté très égoïste qui me dit, ah non, quand ils vont se marier, quand Dalia va avoir des enfants, je dois être là. C'est moi la grand-mère. Moi, je suis prête à être grand-mère. J'harcèle Alexis depuis des années. Je dis, Alex, il me dit, maman, attends. Et je refuse que ce soit une autre femme qui joue mon rôle. Les enfants ont une maman, c'est moi. Mes enfants n'ont pas demandé de venir au monde. C'est mon rôle, c'est mon devoir de mère de m'en occuper jusqu'à mon dernier souffle et mon dernier souffle le plus tardivement possible. Mais Cyril, je dois vous avouer que je n'ai pas le droit, et je ne le fais jamais, de juger ceux et celles qui passent à l'acte. Parce que il faut être en souffrance profonde pour passer à l'acte. Ce n'est pas un acte de lâcheté, le suicide lorsqu'on souffre d'une maladie mentale. Moi, je dis toujours, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Les gens qui se suicident ne veulent pas mourir. Ils veulent arrêter de souffrir. Hein? C'est ça. C'est cette phrase que Dominique Anglade dit, du moins, qu'elle répète la phrase de sa maman, qui, avec beaucoup de force, d'émotion dans la voix, dit « Je n'en peux plus, je n'en peux plus », tellement la souffrance est forte. Alors, au-delà de raconter le quotidien caché, et j'aime beaucoup le titre, au cœur d'une réalité trop souvent oubliée, au-delà de raconter ça, il y a aussi un souci, je dirais quoi, pédagogique, éducatif dans la série, parce que on a vous êtes entretenu avec des professionnels, justement, pour parler un peu de ça, de cette réalité. Mais il fallait, parce qu'il y a un cri du cœur. Vous savez, Cyril, moi, je l'ai dit cette semaine lors d'une entrevue à Radio-Canada, moi, j'implore le docteur Lionel Carman, qui est le ministre de la Santé, de venir s'asseoir avec moi et avec d'autres aussi. Parce que la pandémie n'a fait qu'exacerber les problèmes de santé mentale. Alors, imaginez, Cyril, en pleine pandémie, en plein confinement, des enfants qui vivent 24 heures sur 24 avec un parent malade, dont la maladie s'est accentuée avec la pandémie. Le gouvernement, il a fait quoi exactement? Qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement?
Lorsque le docteur Lionel Carman, et je ne veux pas qu'il soit le seul au bord des accusés, mais lorsque le docteur Carman annonce en grande pompe qu'il y a 1,15 milliard de dollars qui va être octroyé, dont 369 millions d'argent neuf, bravo, cet argent-là concrètement va où est distribué à qui? Comment se fait-il que nos enfants, l'élite de demain, n'aient pas pris en charge plus sérieusement et plus rapidement? Comment se fait-il qu'il n'existe pas 24 heures sur 24 des psychologues et des psychiatres, comme le fait la DPJ, qui peuvent agir dans l'immédiat? C'est pas normal. C'est pas normal. On a un problème de société qui, pour moi, mérite une attention particulière et doit être mise en tête des priorités du gouvernement. Ce sont nos enfants, Cyril. C'est la génération, c'est l'élite de demain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on n'en prend pas soin maintenant, cette génération risque de se retrouver, elle aussi en psychanalyse, elle aussi en psychothérapie. Alors, ils partent déjà avec 3 prises contre eux, ces enfants-là. Non, je trouve ça inacceptable. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement fasse preuve de plus de sagacité, hein? Qu'on donne à tout le moins espoir à ces enfants-là, ou à ceux, les parents aussi, et tous ceux et celles qui souffrent de problèmes de santé mentale, qu'on leur tient la main. On est au Canada, Cyril, on est au Canada. On ne vit pas dans une tribu Maasai en Tanzanie, là, l'un des pays les plus riches au monde. Alors, là, je pèse mes mots. Lorsque j'entends, on envoie des millions de dollars pour aider les réfugiés de tel pays, de tel pays. Là, prenons l'exemple de la guerre en Ukraine. C'est très bien, bien sûr. Le Canada, c'est notre responsabilité aussi. Mais est-ce qu'on peut s'occuper de ce qui se passe au Québec d'abord et avant tout? Moi, c'est ça mon cri du cœur. Vous savez, Cyril, la maladie mentale, c'est la maladie pauvre de notre système de santé. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est invisible pour les yeux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le cancer, combien d'argent? Le cancer, étant mieux, le gouvernement donne des sommes, il y a des campagnes qui sont faites, il y a des levées de fonds à n'en plus finir. On sait où va l'argent, on sait à quel hôpital va l'argent, mais en psychiatrie, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je veux savoir. Et j'ai le droit de savoir. Je suis né dans ce pays, je paie des taxes, je veux savoir. Je veux rebondir là-dessus pour dire qu'effectivement, le gouvernement ou la société, je ne sais pas qui, fait peut-être des efforts, pourrait faire encore plus, c'est vraiment le cri que vous poussez ce matin, mais encore faut-il qu'on le sache qu'il y a ces problèmes-là. Et en le disant, je choisis aussi très bien mes mots parce que là, je vais revenir sur un aspect qui a été évoqué notamment dans l'entrevue entre Dominique Anglade et vous-même, 2 femmes noires. Donc, on parlait de la santé mentale dans les communautés noires. On a beau le dire tous les jours. Le tabou de cette maladie dans nos communautés. Jusqu'à quel point une voix comme celle de Varda Etienne, une voix comme celle de Dominique Anglade peut amener les gens de nos communautés, les communautés noires, à comprendre que il faut sortir de ce tabou, il faut détabouiser, je sais pas, la santé mentale. Déstigmatiser. Il faut déstigmatiser la santé mentale. Alors voilà, moi je suis très fière du fait que Dominique a gentiment accepté de témoigner. Pourquoi? Parce que Dominique Anglade, qui est une femme exceptionnelle, brillante, éloquente, respectée, respectable, qui a réussi, Dominique Anglade, c'est un tout. Alors, lorsqu'on apprend que cette femme-là a vécu dans une famille avec une mère qui, lorsque Dominique avait 8 ans, venait la voir tard dans la nuit et lui disait « Dominique, j'ai trouvé la solution à mon problème, suicide collectif. » 8 ans.
pour la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est tout à son honneur. Donc, Dominique, avec sa crédibilité et la mienne, en toute humilité, je souhaite plutôt, du plus profond de mon cœur, Cyril, j'espère être capable de changer les mentalités. Alors, qu'on ne vienne pas tenter de me convaincre, parce que je ne nommerai pas de nom, et Cyril, je vais rien vous apprendre, vous êtes aussi membre de ma communauté, que la religion va sauver, que c'est un mauvais sort, hein, c'est le vaudou, que cette personne-là, on s'entend, se font catégoriser comme étant des fous et des folles. C'est une maladie. Est-ce qu'on peut partir de la prémisse que c'est une maladie? La schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression, le trouble de personnalité limite, ce sont des maladies mentales. C'est un débalancement chimique au niveau du cerveau. On ne devient pas bipolaire, on ne devient pas schizophrène, on est avec cette maladie qui, d'autant plus, Cyril, est majoritairement héréditaire. Et elle, non seulement héréditaire, elle peut sauter des générations. Moi, ma mère n'a pas de problème de santé mentale, mon père non plus. Du côté de ma mère, il y en a. Hein, on dit, on chuchote un peu, on n'est pas capable d'avoir cette conversation de manière franche, ouverte et sincère. Et peu importe le niveau d'éducation, mes parents, ce sont des gradués universitaires. Papa l'accepte très bien, maman de plus en plus. Et maman, je ne crois pas qu'elle ne... C'est pas par manque de connaissances, c'est que maman éprouve énormément de culpabilité. Parce que longtemps, mes parents se sont lancés la balle. Ah, ça vient de ton côté. Non, c'est du tien. Non, c'est du tien. C'est ta famille. Non, c'est la tienne. Ça a été ça. Il faut se déculpabiliser. Parce que mes parents se sont sentis... Moi, papa me le dit tout le temps. Il me dit, Varda, j'aurais donné ma vie pour te sauver. Mais en même temps, de ta maladie. Mais mon père, Cyril, avec qui j'ai une relation fusionnelle, papa me dit, tu ne serais pas la femme extraordinaire que tu es si tu n'avais pas eu cette maladie. Tout ton côté productif. Parce que, vous savez, Cyril, cette maladie aussi, je peux en rire aujourd'hui, mais m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai toujours été une première de classe sans faire beaucoup d'efforts. Sans faire beaucoup d'efforts. Moi, je n'étudiais pas. J'ai sauté 2 classes. Mon côté productif, cette exubérance, je suis hyper excentrique. J'adore ça. Et comme les enfants, je ne sais pas si vous avez vu, si c'est dans l'épisode que vous avez visionné, Cyril, mais moi, mes enfants me disent tout le temps, et j'en ai la preuve, mes amis, leurs amis m'adorent. Parce que je suis la maman cool, je suis la maman drôle. Exact. Exact. Ça, j'en suis. Et je trouve aussi que Dominique Anglade est non seulement un modèle à suivre pour ses enfants, mais pour toute la communauté Black aussi. C'est un modèle à suivre. Cette femme-là a réussi un coup de maître, être capable d'être devenue la femme qu'elle est en ayant vécu toute sa jeunesse avec une maman dépressive chronique. Bravo. Bravo. Et mes enfants aussi, Cyril. Si je regarde Sacha, mon fils, le cadet, qui lui a un trouble d'hyperactivité. Sacha, Cyril, a obtenu une bourse aux États-Unis pour aller étudier en septembre au Utah. Il avait 3 options d'université américaine qui lui ont fait une proposition. Sacha est un éminent joueur de soccer, est un étudiant avec des résultats académiques incroyables. Mais quand même, c'est moi. Hein? Son père est là. Mais je m'accorde ce crédit. Malgré qu'il a vécu avec une maman qui faisait des crises, qui était hospitalisée, qui a vu la police sortir et les ambulances venir chercher maman. J'ai quand même réussi avec mes enfants, Cyril. Tout à fait. Mais j'invite toutes celles, tous ceux qui vont déjà aller regarder absolument cette série dès qu'elle sera diffusée. Je rappelle, c'est sur Ici Tout TV. Et puis, je voudrais qu'on termine parce que je pense que c'est ça vraiment le message. Du moins, moi, ce que j'ai vu des premiers épisodes, je rassure, on pleure un peu, mais après, on va au-delà. Oui. C'est cette phrase de François de Bellefeuille, et au moment où il vous dit ça, c'est très, très fort, en fait, où la maladie de son père lui a été cachée. Et les professionnels qu'on voit dans cette série le disent, il ne faut pas cacher la maladie à ces enfants-là, il faut leur dire ce que c'est.
Je suis absolument d'accord. Et moi, je l'ai fait très tôt. Hein. Mes enfants ont toujours su, c'est-à-dire à un moment donné, il faut arrêter de cacher. Parce que en cachant la vérité, ça angoisse les enfants. Les enfants, il ne faut pas les prendre pour des cons. Hein. Ce sont des éponges et ils comprennent tout parce qu'ils ressentent tout. Ils ressentent la détresse, ils ressentent les pleurs, ils ressentent l'anxiété. Donc, lorsqu'on met des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X et qu'on leur dit la vérité, ça devient leur réalité et ils le comprennent. Les enfants comprennent parce qu'il y a un des témoignages, une des participants qui dit Raphaël, ça a été très touchant. Il y a deux choses, Cyril, si vous me permettez. François de Bellefeuille dit mon père, c'est mon père, la maladie est la maladie. Deux entités pour lui distinctes. Son père, c'est un père aimant et il le dit à quel point il aimait son père. C'est la maladie qui lui a volé son père. Exact. La maladie m'a volé mon père. Raphaël, cette jeune fille extraordinaire de 16 ans, qui dit dans le documentaire, j'ai des frissons, ce dernier épisode, elle dit, elle aime ses parents. Elle, c'est deux parents qui ont des problèmes de santé mentale. Et le message qu'elle dit aux autres parents, c'est arrêtez de vous en faire. Vos enfants vous aiment. Ils vont vous chérir jusqu'à la fin de leur jour parce que ce sont vos parents. Cyril, c'est magnifique. Alors moi, j'ai poussé un grand soupir de soulagement et j'ai dit, that's it. C'est ça. C'est que nos enfants nous aiment inconditionnellement. Et ils le comprennent. Elle l'a compris très jeune. Elle le dit aussi. Parce que ça aussi, c'est important de le mentionner, Cyril. C'est que ces enfants-là, malgré eux, à certains moments donnés, deviennent le parent de leurs parents. Les rôles sont échangés puisque le parent n'est pas en mesure de s'en occuper. D'assumer, oui, d'assumer. Voilà. Voilà. Et il faut dire aussi le message que j'aimerais lancer à la communauté noire. Il n'y a pas de honte. Hein? Non seulement d'admettre qu'on souffre d'un problème de santé mentale ou quelqu'un de notre entourage, il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Et n'oubliez jamais, au grand jamais, que c'est d'abord et avant tout une maladie. C'est là qu'on va mettre fin à notre entretien. Je veux vraiment que ce soit ça que les gens retiennent. Donc, merci beaucoup, Varda. Cyril, j'ai pas de mots pour vous remercier. J'ai pas de mots. C'est vraiment très, très, très apprécié. Vraiment, merci d'avoir pris le temps. C'est moi qui remercie au-delà du devoir. Je pense que c'est important pour tout le monde que des voix comme la vôtre aident à comprendre que c'est une maladie. Merci encore à Varda Etienne. Je rappelle que Les Enfants Invisibles, ces 4 épisodes, cette série documentaire de 4 épisodes sera disponible dès le 17 mai sur Ici Tout TV. Mon nom est Cyril Ekwala.